Le podcast de la CPTS Paris 8. Mathilde Chauvelin, on connaît maintenant le métier de psychomotricien puisqu'on a fait un podcast ensemble déjà où tu l'expliques. Et je voulais aller plus loin avec toi. Merci d'être venu ce soir. Merci à toi de m'avoir invité, encore une fois. Voilà. Et je voudrais qu'on parle d'un moment qui est très délicat, à la fois pour les familles et à la fois pour celui qui le vit, c'est les soins palliatifs et la fin de vie. Est-ce que tu interviens dans ce domaine ? Oui, effectivement, tu as raison, c'est un sujet qui est très délicat, parce que derrière soins palliatifs, on entend fin de vie, mais la mort immédiate, déjà. On ne connaît pas bien la définition, les familles ne connaissent pas bien la définition, et les résidents non plus. Donc déjà, il y a tout un accompagnement du psychomotricien, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs, du médecin, des infirmières, de la psychologue, etc., qui vont déjà venir redéfinir ce qu'est le soin palliatif et la prise en soin, et déjà de venir l'appeler plutôt une prise en soin de confort, tu vois, des soins de confort que du soin palliatif, ça passe mieux. Parce que c'est ça, les soins palliatifs, c'est favoriser le confort de la personne, aussi bien d'un point de vue psychologique, donc abaisser la souffrance psychologique si tu observes qu'il y en a, et surtout favoriser le confort physique, si la personne est douloureuse. Ça part vraiment d'une évaluation pluridisciplinaire. Et alors, en psychomotricité, on agit donc pour favoriser ce confort sur les deux pans. Au niveau psychologique, on peut être là en complémentarité de la psychologue pour venir parler au patient. Quelles sont ses angoisses ? Est-ce qu'il a peur ou pas ? Parce que certains vont dire qu'ils n'attendent que ça aussi. Tu peux venir proposer de la relaxation en chambre, individuelle ou en groupe. Et en fait, on a plusieurs outils. Moi, dans l'EHPAD dans lequel je travaille, on s'est vraiment spécialisé dans le soin palliatif. Ça fait partie vraiment de notre projet d'établissement. Et donc, j'ai des outils, alors des coussins sensoriels, j'ai tout un chariot dédié aux soins palliatifs qui reprend un peu le chariot Snozelen. Je ne sais pas si tu connais les chariots Snozelen. Non, c'est quoi ? Si tu veux, c'est une stimulation multisensorielle. Donc, en gros, dans ce chariot, tu vas retrouver des projections, enfin des lampes qui vont projeter sur le mur, tu vois, des galaxies, des choses comme ça. La personne va pouvoir choisir la couleur qui va venir l'apaiser. Il y a un diffuseur d'huile essentielle. Il y a une couverture lestée pour apaiser la personne. Souvent, si la personne est agitée, des fois, de venir avoir un poids sur soi, ça va venir abaisser le tonus. Et donc, la personne est plus calme. Mais tu as aussi des techniques hyper simples. Par exemple, la main de l'ange, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tu vas prendre un gant, tu sais, de soignant, et tu vas mettre de l'eau chaude à l'intérieur, de l'eau tiède. Tu refermes ton gant et tu vas venir envelopper la main du patient avec ce gant rempli d'eau chaude. Et en fait, là, c'est dommage, on ne peut pas le tester, mais ça donne une impression déjà de contenance. Tu as l'impression que quelqu'un te donne la main et tu te sens tout de suite beaucoup plus calme. Et en fait, le plus dur dans le soin palliatif, c'est que en tant que soignant, t'oses pas partir. Tu fais ton soin et après, tu dois laisser la personne seule dans la chambre et tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, de pouvoir laisser cette main, tu te dis, OK, au moins, elle aura cette petite présence, même si moi, je suis plus dans la pièce. Justement, là, tu m'interpelles parce que je me dis, quand ça sera mon tour, j'ai pas tellement envie que ça soit un gant qui me donne la main, mais plutôt un humain, hein, et pas un robot. Parce qu'on est en train de fabriquer des robots pour remplacer les soignants, là. Mais justement, donc c'est une illusion, mais ça suffit d'avoir un gant d'eau chaude sur la Non, main ? ça suffit pas. Non, c'est en complémentarité d'une vraie main. Donc, je te dis ça, mais c'est le gant, par exemple, je vais le laisser après une séance de relaxation ou après un temps avec la famille. Forcément, on pourra pas remplacer, on pourra jamais remplacer les familles et tout ce qu'elles apportent aux patients.
Pour ceux qui ont une famille. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais après, on a des personnes qui sont seules. Elles viennent en EHPAD, elles n'ont rien. Et donc, c'est à toi de venir l'apaiser. Et il y a quelque chose qui est très important à la base, c'est quand même le recueil de données, c'est de savoir qui est ce résident, qui est cette personne. Et si tu sais en amont, avant qu'elle soit en soins palliatifs, si tu sais qu'elle adore l'odeur de la rose, elle adore telle chanson, etc., tu vas pouvoir faire quelque chose de très personnalisé. Et c'est ça aussi le soin palliatif, c'est que tu es dans un prendre soin, mais qui reste dans du confort. Par exemple, on parle d'alimentation plaisir. La personne, c'est pas parce qu'elle est en soins palliatifs qu'elle mange plus. Mais tu vas te dire, on s'en fiche. Même si elle est diabétique, même s'il faut pas qu'elle mange 6 fromages. Si elle veut 6 fromages, on va lui donner ces 6 fromages parce que ça lui fait du bien. Et donc, c'est vraiment une approche qui est très humaine. Et on a des personnes, d'ailleurs, qui nous accompagnent, nous aussi, en tant que professionnels. Il y a des associations qui travaillent avec nous. On a une association qui s'appelle Visitatio. Et ce sont des bénévoles qui habitent dans le quartier, qui viennent rendre visite à ces personnes qui sont seules, par exemple, pour juste leur tenir la main, ou alors leur parler, écouter de la musique, etc. Alors j'ai encore autre chose, peut-être que ces associations répondent aux besoins, mais avant, le vieux, il mourait dans sa famille, quoi. Il mourait dans la ferme, il avait son coin et jusqu'au bout. Et la famille était là. Là, on s'est aperçu progressivement, avec l'évolution de la société, que les vieux, on les met, on les parque, on les met dans des endroits spécifiques où des gens vont se démener, comme toi, pour essayer de compenser en fait la rupture avec la famille, parce que les familles sont éparpillées, plus ou moins loin, et le lien est interrompu. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Par exemple, le fait qu'il y ait des plus jeunes qui soient là, parce que très souvent, ils sont isolés. La famille elle-même est déjà âgée, le plus souvent, hein, les enfants sont âgés. Mais d'avoir des enfants ou des jeunes étudiants qui passent, ça existe? Alors oui, honnêtement, il y a plein de choses qui existent. Tout ce qui est intergénérationnel, ça se fait beaucoup dans les EHPAD et ça fonctionne très bien. Tu as parlé d'ados, de jeunes. Tu as même des crèches qui font des partenariats avec des EHPAD. Et en fait, on voit à quel point c'est bénéfique parce que le bébé ou le jeune ou l'ado, en fait, va s'accorder avec le rythme de la personne âgée. Et souvent, ça a tendance à la rendre plus autonome, etc. Et après, à l'inverse, la personne âgée qui a des troubles de la mémoire et qui est souvent plutôt vulnérable et qui se dévalorise beaucoup, et ben justement, elle va reprendre sa posture d'adulte en mode vieux sage et en fait, il va se sentir utile. Il retrouve cette place dans la société. Donc, dans le soin palliatif, ça doit exister. Nous, on fait pas de partenariat avec des jeunes, mais oui, tu as raison. Quand la famille n'est pas présente, il y a plusieurs choses qui peuvent exister pour favoriser cette présence-là. Même la présence animale. Nous, on a Fifi qui intervient dans notre établissement une fois par mois. Donc, c'est une jument qui est accompagnée d'une équithérapeute, Charlotte. Et par exemple, des personnes qui participaient à la séance d'équithérapie en groupe, si un jour elles se retrouvent dans leur chambre en soins palliatifs, eh ben on va poursuivre cette séance, mais en individuel dans la chambre. Et donc le cheval prend l'ascenseur, Non. monte Et jusque dans la chambre. et se rend dans la chambre. Ouais. Et tu vois des choses magnifiques. Et après, sur la fin de vie, honnêtement, à force de pratiquer, je me rends compte à quel point c'est important de parler à la personne. Tu vois, quand on sent qu'elle est entre la vie et la mort, entre guillemets, tu sens qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle reste. Et je sais pas si c'est spirituel, c'est pas trop mon cas habituellement, mais tu vois, de pouvoir parler, de pouvoir dire Monique, vous pouvez lâcher prise, vous avez le droit, et on est là, votre fille sait que vous êtes là, etc. Et ben des fois, ça aide les personnes à partir. Et quand tu connais un petit peu leur histoire de vie, comme je te le disais, des fois, tu sens qu'ils vont attendre quelqu'un.
Et en Mmh. fait, tu sais que dans l'histoire de vie, il y a eu un conflit avec le frère, le fils, etc. Et donc, des fois, de pouvoir appeler le fils et lui dire là, il faut que vous veniez parce que votre maman, elle tient, elle vous a pas vu depuis des années, on le sait très bien. Bah, le fils, il va venir et là, la personne, elle va partir. Tu vois des choses impressionnantes. Fantastique. Merci beaucoup, Mathilde. Et à une prochaine fois. À une prochaine fois.